qu'on parlait du Parti communiste français, du programme commun, la voix d'un certain nombre de leaders de l'époque et une évocation de François Mitterrand. Vous étiez à ses côtés, Jacques Attali, au moment de la rédaction du programme commun. C'est un peu de votre faute si le Parti communiste est dans cet état-là. D'abord, petit détail historique, je n'étais pas là au moment de la signature du programme commun. Je suis arrivé, j'étais encore beaucoup trop jeune, mais je suis arrivé juste après. C'est-à-dire, je suis arrivé au moment de la renégociation de ce qu'on appelait l'actualisation du programme commun, au moment de la campagne présidentielle de 74. Oui, en effet, mais il y a un autre facteur que vous avez évoqué aussi, qui est la prise de conscience de ce que l'Union soviétique n'était plus un modèle. Et évidemment, parti s'est défait à partir de là, même s'il y avait à l'intérieur des gens extraordinaires, de grands serviteurs de la République. On a eu de grands ministres communistes et des grands hauts fonctionnaires communistes, mais le système s'est défait à ce moment-là. Alors, progressivement, la gauche contestataire nécessaire à ce pays, parce que c'est dans son histoire, s'est reconstituée autrement, et ça dépend beaucoup de questions de personnes. Mais le Parti communiste tel qu'il était ancré au Parti communiste soviétique avait plus de raison d'être. Et l'idée marxiste, vous avez consacré une biographie à Karl Marx, c'était en 2005, Jacques Attali. 13 ans plus tard, selon vous, quel diagnostic porteriez-vous? Alors, il reste évidemment une gauche. Celle-ci ne se réclame pas nécessairement du marxisme. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon évoque le nom de Marx fréquemment, sauf erreur de ma part. Ben oui, parce que Marx n'était pas marxiste. Marx était un immense penseur, mais Marx était un penseur global. Pour Marx, il fallait que le capitalisme aille à son terme à l'échelle de la planète, pour le renverser globalement dans un courant historique qui était une lutte qu'il voyait entre la classe ouvrière planétaire et le capital, pour créer une société qui ne soit pas simplement une société d'appropriation collective des moyens de production, mais une société de la gratuité par le dépassement du capitalisme. Il était d'ailleurs extrêmement contre les expériences nationales, et en particulier à la fin de sa vie, quand il l'a vu venir contre l'expérience en Russie, qu'il considérait trop arriéré pour mener une expérience communiste. Donc, Marx ne doit surtout pas être utilisé comme un alibi. C'est un immense penseur qui reste aujourd'hui pour moi un des phares, un des guides de la pensée globale, puisque il y a pas personne qui pense plus global que Marx, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Retour sur la politique française. Lorsque Gérard Collomb a démissionné, vous avez tweeté que c'était une bonne nouvelle pour la France. Pourquoi, Jacques Attali? J'espère qu'on reviendra tout à l'heure sur les urgences, sur le fait qu'il faut cesser de ronronner. Il y a beaucoup de crises d'une extrême gravité, de moyens de répondre à ça. J'ai toujours dit mon hostilité à la politique des migrants qui étaient employés par ce ministre, et j'ai détesté aussi la façon dont il a abandonné le navire au milieu de la tempête, que j'ai trouvé peu responsable. Mais c'était sa politique ou celle d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne l'a pas fait à l'insu du président de la République? République? En effet, j'ai pris parti contre sa politique, parce que cette politique est globale, et j'ai pris parti contre cette politique, même si j'ai des raisons de penser que le ministre de l'Intérieur n'était pas pour rien dans la définition de cette politique. Maintenant, il faut prendre les faits comme ils sont. Il faut accueillir le mieux possible les gens qui sont là. Il faut prendre acte du fait qu'il y a de moins en moins de migrants qui viennent vers l'Europe, contrairement à ce qu'on croit. Que ceux qui viennent doivent être accueillis le mieux possible, mais pour qu'on puisse en accueillir plus un jour, ce qui me paraîtrait l'honneur de la France, il faut commencer par bien accueillir ceux qui sont là. Parce que si on accueille mal ceux qui sont là, on va créer les conditions pour qu'ils soient mal vus, mal ressentis, et l'opinion publique en voudra encore moins. Donc, avant d'en recevoir beaucoup plus, il faut d'abord consacrer beaucoup plus de moyens à leur intégration. Et c'est là où on renvoie à un des thèmes de ce livre, c'est-à-dire le fait que résoudre le problème des autres, c'est aussi résoudre le sien. Nous avons intérêt à avoir des migrants bien intégrés. D'abord parce que s'ils sont bien intégrés, ils sont utiles à la nation. Et ensuite parce que nous avons intérêt à créer les conditions d'un pays où plus de Français financent la France d'après-demain. Jacques Attali, quel bilan dressez-vous d'Emmanuel Macron après un peu plus de 500 jours à l'Élysée? Un bilan globalement positif, comme aurait dit Georges Marchais en son temps, parlant de l'Union soviétique. C'est vous qui m'avez attiré cette réminiscence. Un bilan globalement positif, même si je suis, moi, un homme de gauche, je reste un homme de gauche, et la partie gauche du programme reste encore très largement à accomplir. Mais je pense qu'il a fait bouger un certain nombre de réformes positives en matière d'environnement,
pas assez. En matière de modernisation et d'attirance des investisseurs étrangers, c'est très bien et il faut plus. En matière d'éducation primaire, le fait d'avoir consacré plus de moyens à l'école maternelle est fondamental, mais ça n'est qu'un début et il faut aller beaucoup plus dans cette direction. J'étais très frappé d'une étude qui a montré cette semaine que les élèves de l'école polytechnique sont de plus en plus recrutés dans les classes supérieures. De mon temps, c'était déjà le cas, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il faut agir sur la classe maternelle, mais il faut agir beaucoup plus loin tout au long de la société. S'il y a une priorité majeure à continuer, c'est de sortir de l'entre-soi culturel qui détermine la France d'aujourd'hui. Bilan globalement positif pour Emmanuel Macron. C'est une opinion qui aujourd'hui est minoritaire en France. Comment l'expliquez-vous, Jacques Attali ? Quand on est populaire, quand on est au pouvoir, ça peut être très suspect. Vous pouvez être plus populaire quand vous faites rien. Vous pouvez être impopulaire parce que vous faites rien non plus. Vous pouvez être populaire parce que vous faites des mauvaises choses, mais vous pouvez être aussi impopulaire parce que vous faites des choses qui n'auront un impact que beaucoup plus tard. Il faut replacer ça dans un contexte long. Pour moi, ce qui compte, c'est un homme d'État, un homme politique regarde les sondages. Un homme d'État se dit en permanence: que pensera-t-on de ce que je fais dans 20 ans ? Et je pense que la meilleure façon de régler ces crises épouvantables qui sont devant nous, qu'on peut résoudre, c'est en permanence de se dire: qu'est-ce que ce que je fais aujourd'hui aura comme conséquence dans 20 ans ? Dans la façon dont j'utilise un gobelet plastique, ou dans la façon dont je vote, ou dans la façon dont je me comporte. Mais c'est pas ça qui est reproché à Emmanuel Macron. Et ce qu'il fait contre le plastique est, je dirais, brutalement assez consensuel. Ce qui pose problème, c'est à la fois un certain nombre de décisions, par exemple des régulations du marché de l'emploi. Certains trouvent que c'est insuffisant, d'autres que c'est bien trop important, ou bien encore son comportement personnel, ces petites phrases. Oui, non, vous avez évoqué la dérégulation du marché de l'emploi. Ça fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure en disant il y a des choses où on a fait la partie droite des réformes et pas la partie gauche. Pour moi, la partie droite, c'était cette dérégulation. La partie gauche, c'est que si vous dérégulez, donc si vous facilitez le licenciement, mais si en même temps, vous n'augmentez pas massivement les moyens de la formation des chômeurs, vous avez fait tout ce qui ne suffit pas. Par exemple, donc, ça, c'est une idée que vous avez cherché à défendre depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et cette idée, elle a été reprise par Emmanuel Macron de manière extrêmement timide, je dirais, verbale. Pas vraiment, elle existe dans les arcanes et dans les systèmes on peut expliquer qu'elle existe et qu'elle est là, à mon avis, de façon très insuffisante, mais pour des raisons très compliquées, qui sont que la formation permanente a été décentralisée. Elle est de la responsabilité des régions, donc l'État ne peut pas s'imposer. Mais quand même, il existe une organisation qui s'appelle France Compétences, qui devrait pouvoir l'imposer aux régions. Nous sommes dans une situation administrative d'une complexité extraordinaire, où le président de la République a beaucoup moins de pouvoir que beaucoup de gens lui prêtent. Et en particulier, je suis pas un grand fanatique de la décentralisation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, parce que justement elle interdit de mener une politique globale. Or, la formation professionnelle des chômeurs est la clé de la résolution du problème du chômage. Stéphane Robert. Vous pensez qu'il est prisonnier de la technostructure aujourd'hui, Emmanuel Macron ? Je ne dirais pas ainsi, je dirais qu'il y a d'abord un entre-soi qui fait que toute la classe dirigeante est pour l'essentiel formée de même genre de gens issus du même genre de milieu, et d'autre part que l'administration met un temps fou à faire descendre des décisions et qu'en même temps elle fait remonter ses propres suggestions beaucoup plus facilement. Donc c'est très difficile quand on est au pouvoir, plus difficile encore qu'avant, d'imposer les choses, tout simplement parce que dans une démocratie aussi décentralisée que la France, le temps entre la décision et son impact est considérable. Donc oui, d'une certaine façon, le pouvoir politique globalement est très largement, plus encore aujourd'hui, télécommandé, c'est un mot excessif, mais très largement inspiré par la technostructure. À quel moment Stéphane l'impopularité pour un chef de l'État devient rédhibitoire ? S'il devient rédhibitoire le jour où il cherche à se faire élire, en dehors de ça, elle ne l'est pas. C'est tout. Mais il n'y a pas un moment où ça devient, parce que là, il y a le doute il y a un doute qui s'installe. Non, mais elle ne devient. Vous savez, il y a tellement d'enjeux dont on vient de parler. Il y aura tellement. Le monde est tragique. Il va se passer dans les 4 ans qui viennent des choses très difficiles, dans lesquelles il faut à la fois l'unité de la nation, la création d'une puissance européenne face aux enjeux chinois, russes, africains. Enfin, des enjeux gigantesques sont devant nous. Donc, il faut créer les conditions pour garder la possibilité de cette union nationale qui va
être nécessaire à un moment ou l'autre dans les 4 ans qui viennent pour réagir à ces grands projets. Évidemment, si à un moment le pouvoir politique est ressenti comme définitivement discrédité, si le groupe parlementaire se divise en miettes, là, c'est le problème. Donc je regarderai plutôt les problèmes dans la solidité du groupe parlementaire qu'ailleurs. Le monde est tragique. Emmanuel Macron le sait-il? François Mitterrand le savait assurément. Emmanuel Macron n'est pas de cette génération. Est-ce que vous pensez faut lui demander, mais moi, vous le voyez plus souvent que nous. Je crois qu'il le sait. Je crois qu'il le sait. Et s'il le sait, dans ces conditions, pourquoi avoir la sensation, c'était un éditorial de Gérard Courtois dans Le Monde, qu'il oscille entre ou bien un commentaire extrêmement érudit, philosophique, et puis des propos qui sont des propos du café, du commerce? Ben souvent, c'est le propre des médias. Vous retirez la petite phrase qui pose problème et les gens font leur chou gras et on ne regarde pas. Il a fait sans arrêt. Je ne veux pas le défendre, je ne suis pas son porte-parole. Il m'arrive d'être extrêmement critique. Mais il fait des discours de fond dont personne ne parle. Par exemple, il a fait des discours sur l'Europe, il a fait des discours sur la pauvreté, il a fait des discours sur la santé, il a fait des discours sur la défense, il a fait des discours de fond. Vraiment, il a fait un discours récemment sur la Constitution, toute une série de choses de fond qui ennuient tout le monde parce qu'il n'y a pas la petite phrase qu'on a retenue à Saint-Martin. Bon, nous, ça ne nous ennuie pas. Prenons par exemple l'exemple de la pauvreté. La crise sociale, c'est l'une des 8 crises que vous évoquez dans votre livre. Comment protéger des prochaines crises? Quel diagnostic faites-vous par rapport à cette crise-là? Et qu'est-ce qui nous menace au travers d'elle? D'abord, à l'échelle planétaire, ce qui nous menace, c'est une extraordinaire aggravation des injustices avec une concentration des richesses telle que les riches soient complètement coupés du reste et des riches, c'est-à-dire la classe dirigeante et non pas l'élite, et que donc ils prennent des décisions en fonction de ce qu'ils voient du monde, c'est-à-dire pas grand-chose, et donc eux, ils sont protégés des risques climatiques, donc ils s'en occupent pas. Et le reste du monde, et on a presque l'impression qu'on va vers une dualité génétique de l'espèce humaine, avec les pauvres et la classe moyenne de côté, puis les très riches de l'autre. Ça, c'est vrai. Il faut évidemment éviter ça, et c'est ça qui nous menace. C'est cette discontinuité dans l'espèce humaine qui est en marche. Et je ne pense pas qu'elle soit spécialement valable en France, qui est un pays dans lequel les inégalités sont moins fortes qu'ailleurs, même si je signalais le cas de l'enseignement supérieur, où il est tragique de voir que les élites se recrutent toujours de la même façon, mais c'est très grave, mais c'est moins qu'à l'échelle planétaire. Donc il y a un vrai risque de ce que les classes dirigeantes soient discréditées par leur incapacité à régler le problème de la mobilité sociale, où les élites conservent pour leurs enfants les places dominantes, et les élites ou classes dirigeantes culturelles, pas seulement d'argent, mais de capital culturel. Et ça, c'est un danger extrême. La mobilité sociale du capital culturel est absolument fondamentale et elle est en train de se réduire. Mais alors, justement, est-ce que le politique en fait suffisamment en France contre cela? Et vous avez par exemple eu une action dans le cadre du microcrédit, où là, il s'agit donc d'accompagner des personnes qui n'ont pas nécessairement ni le capital, ça c'est évident, mais aussi peut-être l'esprit d'entreprise qu'ils devraient avoir pour monter leur entreprise. Est-ce que dire à quelqu'un de traverser la rue, est-ce que c'est une manière de l'aider, Jacques Attali? Nous le faisons. La Fondation Positive Planète, nous travaillons dans de nombreux quartiers pour former les gens à la création d'entreprises. Ça fait partie de la formation des chômeurs auquel j'attache la plus grande importance. Et c'est vrai que, au fond, le propre d'un pouvoir politique, c'est créer les conditions pour que personne n'ait à se plaindre. Créer les conditions pour que, en traversant la rue, on trouve un emploi. Alors, on peut discuter de savoir si les conditions sont réunies aujourd'hui. Moi, je crois qu'elles ne le sont pas. Mais c'est-à-dire je crois que pour beaucoup de gens, traverser la rue ne suffit pas pour trouver un emploi. Pour beaucoup de gens, pour un certain nombre de gens, ça suffit. Voilà. Donc, il faut jouer sur les deux tables. Il faut les deux choses. Il faut se prendre en main. Il faut n'attendre rien de personne. Il faut agir. Il faut ne pas être ce que j'appelais dans un livre précédent des résignés réclamants, des gens qui sont résignés à ce que le système ne change pas, mais qui réclament quand même un peu plus de miettes du système. Donc se prendre en main pour se trouver, devenir soi et être en situation de se réaliser. Mais en même temps, il faut que la collectivité, le pouvoir politique y aident davantage. C'est pour ça que j'attache tant d'importance à la formation des chômeurs ou à la formation de ceux qui... si ce jeune homme était formé à un métier
il se trouve que ce cas est un mauvais cas, parce que ce qu'on m'en a dit n'était pas spécialement à son avantage. Mais si ce jeune homme avait été formé à un métier dans lequel il n'avait pas de débouché, eh bien, il appartient à lui d'aller chercher une autre façon d'exercer sa vocation que là où il ne peut pas travailler. Bon, mais alors, ce jeune homme, effectivement, est peut-être un mauvais exemple dès lors qu'il a un diplôme, qu'il a la possibilité d'embrasser une carrière, en l'occurrence, d'horticulteur. Mais dans votre dernier livre, Comment nous protéger des prochaines crises, vous évoquez justement les menaces que font peser, par exemple, l'intelligence artificielle, un certain nombre de processus qui ne sont plus seulement des processus de mécanisation qu'on a bien connus dans le passé, dans l'économie et les économies récentes. Jacques Attali, est-ce que cette classe-là, des gens qui n'ont pas forcément le capital culturel, le capital social, ne vont pas être durement frappé par... Il y a une crise technologique énorme qui va arriver, qui va supprimer non pas des emplois, mais des tâches. C'est des parties. Quelle différence? Une tâche, c'est une partie de l'emploi. C'est des choses qui sont faites, mais l'emploi peut être conservé pour faire d'autres choses. Et puis il y a des emplois qui vont être de plus en plus nécessaires. Il faudra de plus en plus de gens pour s'occuper des enfants. De plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'apparaître. De plus en plus de gens pour s'occuper des personnes âgées, parce que les besoins vont être considérables. De plus en plus de gens pour s'occuper de ce que j'appelle les métiers de la démocratie. Policiers, juges, avocats, journalistes. Ça, c'est des métiers qu'il faut absolument protéger, parce que c'est la clé. Et on parle trop souvent des métiers qui vont disparaître. On parle des métiers de science-fiction liés à ingénieurs, technologies, etc. Mais on ne parle pas assez, à mon avis, de ces métiers fondamentaux qui vont être nécessaires. Et j'ajouterai une quatrième catégorie, c'est tous les métiers liés à la nature. Paysans, jardiniers, écologues, ça c'est des métiers, voilà, 4 catégories de métiers qui sont, horticulteur en fait partie, dont les potentiels de développement sont à la fois énormes et nécessaires par rapport aux crises dont nous parlions tout à l'heure. Mais avec quel financement? Puisque là on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, Jacques Attali, sur l'endettement, donc des États, endettement des ménages. L'éducation est tout à fait est un investissement. Donc il n'y a pas de limite à l'endettement si c'est pour financer l'avenir. Aucune limite. Stéphane Robert. On voit qu'Emmanuel Macron est assez adepte du aide-toi et le ciel t'aidera, ou plutôt demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays, plutôt que l'inverse, ce que ton pays peut faire pour toi. Est-ce qu'il est en phase avec la société française? Est-ce que c'est pas trop anglo-saxon ça comme conception? Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut. Encore une fois, moi, je crois beaucoup à la distinction marxienne et non pas marxiste de la liberté réelle et de la liberté formelle. Il faut créer les conditions pour que les gens soient en situation de pouvoir s'aider eux-mêmes. Mais je pense, nous en faisons l'expérience tous les jours dans la fondation dont je parle. Si on dit à quelqu'un toute une série de règles, de principes qui lui permettent d'acquérir une confiance en lui, on peut aider à peu près n'importe qui à trouver ses ressorts intérieurs, à trouver ce qu'il peut faire d'autre, à prendre conscience que sa vie est unique, qu'il ne va pas revenir 50 fois sur la planète, qu'il peut faire peut-être mieux que ce qu'il fait, qu'il lui appartient de se trouver et de travailler dans cette direction-là. Ça suppose un encadrement, ça suppose un accompagnement qu'il appartient à la pouvoir public de mettre en place. Mais cet encadrement ne remplacera pas ce qu'on appelle en anglais d'un mot pédant, le grit, en français d'un mot plus juste, la niaque. Ça ne remplacera pas. Et je crois que la fonction de l'éducation, c'est justement de donner cette niaque, cette énergie, cette envie de vivre pleinement que chacun d'entre nous doit avoir. Mais le politique n'est-il pas là justement pour protéger les personnes? On parlait tout à l'heure des États-Unis, Jacques Attali. Il y a eu 2 cartes fascinantes dans le New York Times. La carte des emplois que la guerre commerciale que Donald Trump mène contre la Chine est censée protéger, puisqu'il y a toute une série d'emplois qui sont directement exposés à la concurrence chinoise aux États-Unis. Et de l'autre côté, le pourcentage de vote pour Donald Trump. 2 cartes strictement superposées. Est-ce que ça ne montre pas que Donald Trump, alors on peut le détester, le trouver vulgaire, tout ce que vous voulez, mais il prétend, peut-être n'êtes-vous pas d'accord, protéger les ouvriers américains. C'est pour ça qu'ils ont voté pour lui. Oui, mais c'est un très bon politique. Il fait ce qu'il faut à court terme pour les élections intermédiaires et les élections suivantes. Mais est-ce qu'il est au service des États-Unis du XXIe siècle? Je ne crois pas. Parce qu'en protégeant ces emplois, il va faire monter les prix d'une façon générale et il ne va pas encourager le développement des technologies qui permettront de créer les emplois d'après-demain. Donc il crée les conditions d'une survie provisoire. Et encore une fois, l'engrenage planétaire qui va entraîner la coalition des crises par le protectionnisme. N'oublions pas que c'est par le protectionnisme qu'a commencé l'engrenage qui a conduit à la guerre de 14 et à 80 ans de barbarie.
Et là, ce même engrenage est en marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour vous... Protectionnisme entraîne nationalisme, nationalisme entraîne la guerre. Voilà, c'est simple, c'est comme ça que ça se passe. Et au milieu, il y a quelques crises financières et quelques crises sociales. Avec une autre crise supplémentaire dont on n'a pas parlé, que vous évoquez dans votre livre, Comment nous protéger des prochaines crises. Cette crise, elle est liée à ce que vous appelez le divertissement, une sorte d'affaissement de la culture. Peut-être en quelques mots, Jacques Attali, nous dire en quoi cela consiste et pourquoi, pour vous, il y a là un danger supplémentaire. La meilleure façon de régler les prochaines crises, c'est de ne pas les regarder, de ne pas les voir. Et il y a toute une industrie pour masquer les crises. La première industrie, c'est la dette, hein, ça retarde les choses, ça viendra plus tard. Et la deuxième industrie, c'est la distraction, sous toutes ses formes, qui est une formidable machine à permettre de supporter l'éventualité des crises sans les voir, sans écouter les oiseaux de mauvais augure dont on me dit souvent que je fais partie, alors que j'essaie au contraire d'être positif en montrant qu'il faut agir. Mais la distraction, c'est le pire ennemi de nos enfants. À la fois parce qu'ils passent trop de temps à se distraire, et parce que nous passons trop de temps à nous distraire pour nous occuper. Des enfants seulement? J'ai dit des enfants. Ils passent trop de temps à distraire, et nous passons trop de temps à nous distraire pour nous occuper des problèmes qui vont les concerner. Dites-nous du mal des journalistes. Tout à l'heure, vous étiez sur le point de le faire. Est-ce que une certaine forme d'information n'est pas aussi en train de distraire? C'est vous qui le pensez. J'aimerais vous entendre là-dessus. Des journalistes, je ne leur donnerai pas ce nom. Et dites-nous ce qu'ils font d'abord avant de ne pas vouloir les nommer, Jacques Attali. Non, mais je pense que mettre l'accent en permanence sur la petite phrase, rechercher ce que vous n'avez pas fait ce matin, j'en suis très heureux, à tirer de mes propos une petite phrase qui fera les titres et les relances, qui fera la dépêche d'agence qui éventuellement suivrait notre émission, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on fait ailleurs. Quand on est dans beaucoup d'endroits, on doit se battre pour pouvoir parler du fond, et il y a en effet un grand danger de ce que le politique lui-même soit victime de ça. Quand on ne retient de tel ou tel... Madame Theresa May fait un discours important à son parti. On retient juste l'image où on la voit esquisser un pas de danse en arrivant sur scène. C'est terriblement triste. Bon, mais c'est aussi de sa faute. On n'imaginerait pas François Mitterrand esquissant un pas de danse. C'est de sa faute. Elle a été victime elle-même de cela, et c'est ça qui est grave, c'est que les politiques y entrent dans ce jeu et cherchent même à faire la petite phrase qui vont faire qu'ils sont pour les journalistes ce qu'on appelle un bon client, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des bonnes petites phrases. Et cet engrenage-là fait qu'on ne parle pas assez des sujets sérieux. Est-ce que ça veut pas dire... Les sujets sérieux, c'est vraiment très très grave. Ce matin, on l'a vu, ce qui se passe sur le climat, ce qui se passe sur la pauvreté, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe en Italie. On voit bien que nous sommes au bord de catastrophes épouvantables. On voit bien qu'il y a des solutions, mais c'est tellement facile de ne pas en parler.